Régénération Caraïbes, le podcast. Régénération. Écoute. Bienvenue dans Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique et énergétique dans la Caraïbe. Je suis Bertrand Viret. Nous recevons aujourd'hui Laurent Pflumio. Laurent qui est directeur de filiale Antilles-Guyane du groupe Amarenco, qui est représentant titulaire du syndicat des énergies renouvelables de Guadeloupe, intervenant à l'Université des Antilles, ainsi que membre de l'association 100 000 entrepreneurs. Alors Laurent, merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être avec nous. Ça fait vraiment plaisir que tu sois là. Je sais que tu as un emploi du temps super chargé, sur place, mais aussi dans tes différents voyages. Donc, c'est vraiment un honneur de t'avoir. La première chose que j'ai envie de te demander, c'est de nous parler de ton parcours et de nous dire comment est-ce que tu en es arrivé à faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. Merci Bertrand, merci pour cette invitation. Tu as quand même pas mal résumé mon parcours. Effectivement, ça fait 17 ans que je suis présent en Guadeloupe. Ça fait aussi 17 ans que je suis dans le milieu de l'énergie solaire. J'ai une formation en électrotechnique à la base, donc vraiment purement technique. Aujourd'hui, tu l'as dit, je dirige la filiale Antilles-Guyane du groupe Amarenco. On est producteur en énergie solaire. Mais avant d'arriver à tout ça, effectivement, il y a eu un parcours où d'abord technicien de maintenance dans le photovoltaïque, conducteur de travaux aussi, chef de projet, puis directeur de projet. Puis en 2018, j'ai créé ma propre structure qui s'appelait Créole Énergie Solaire. Toujours pareil dans le développement d'installations solaires. Et début 2020, c'est le groupe Amarenco qui est rentré au capital de ma société, qui a donc transformé ma petite société finalement en filiale du groupe. Et donc notre métier, c'est donc de produire de l'énergie grâce aux panneaux solaires. Ok, et donc effectivement, tu as fait un peu tous les métiers dans le photovoltaïque, ce qui te permettent maintenant vraiment de comprendre un peu tous les enjeux qui sont liés au développement d'un projet. Il y a quelque chose dans ton parcours, moi, que je trouve particulièrement, qui a retenu mon attention, c'est le fait qu'à un moment donné, alors après avoir été employé dans différentes structures, tu as décidé de te lancer en affaires. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer en affaires, donc en 2018, c'est ça, tu disais ? C'est ça, ouais. Créole Énergie Solaire. En fait, c'est la volonté à un moment de se dire peut-être que je peux faire bien moi aussi, de mon côté, tout seul, mieux. Il y a peut-être un petit peu d'orgueil aussi là-dedans, mais c'était, l'idée, c'était de se dire, ok, j'ai fait un peu mes armes en tant que salarié, tu l'as dit. Mm-hmm. Maintenant, on va essayer de le faire nous-mêmes et d'essayer de continuer, ce qui est pour moi, non pas qu'un simple métier, mais tu l'as compris, une vraie passion. Ouais, effectivement, ouais, et puis c'est large, c'est un métier très large de ce que je peux revoir, tu vas pouvoir nous en parler plus en détail. Exactement. Et d'ailleurs, Créole Énergie Solaire, à la toute base, c'était plus une entreprise qui avait pour mission la construction des stations. Pas exactement ça, plutôt la conduite d'opération. C'est vrai que tu l'as remarqué de par mes expériences, j'avais un profil très terrain, pas forcément très commerce ou développeur, mais très réalisation, donc la construction. Et les premières missions, effectivement, c'était des missions de coordination de chantier, de conduite d'opération, etc. En fait, c'est petit à petit que le métier de développeur, c'est-à-dire de sourcer en fait un projet, d'obtenir les autorisations administratives, etc. C'est arrivé un tout petit peu après, avec des échanges avec le groupe Amarenco d'ailleurs, qui était là presque au départ aussi de la création d'entreprise. Et finalement, quand on sent que, comment dirais-je, c'est une idée qui marche, qui prend et qui avait un réel engouement aussi. Alors, il y avait un cadre réglementaire depuis 2017 qui nous a permis de faire ce métier. Effectivement, petit à petit, ça a pris le pas. Et aujourd'hui, l'activité, c'est effectivement uniquement de développer, de réaliser et d'exploiter nos propres centrales. Il n'y a plus de conduite d'opération pour des tiers ou quoi que ce soit. D'accord, donc ça, c'est quelque chose que vous externalisez ? Oui, on est vraiment des développeurs, donc c'est-à-dire qu'on se concentre sur notre réel métier, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, d'obtenir toutes ces autorisations, etc., de les financer, d'avoir cette ingénierie, et après de confier la réalisation à un tiers et d'exploiter finalement nos parcs de centrales solaires. À quoi tu attribuerais, parce que pour moi, vu de l'extérieur, je t'ai rencontré en fait quand tu lançais, je pense, Créole Énergie Solaire, oui. Ou peu de temps après. En fait, je pense que ça faisait déjà quelques mois et tu avais déjà une expansion qui était assez impressionnante, parce que tu es passé de 0 à presque 20 employés.
Pas tout à fait, quand même. Non, On était 10. qu'à une douzaine, je crois. Une douzaine. Ouais. Disons que c'est ce que j'expliquais, ce fameux cadre réglementaire de la production d'énergie, il était organisé par un arrêté qui sortait de 2017. À l'époque, c'était encore Ségolène Royal, la ministre, qui s'occupait de ça. Et en fait, il y a eu un engouement là-dessus parce que c'était quelque chose qui était assez bien organisé. On avait un guichet qui nous permettait de développer les projets, il y avait du volume et surtout ça répondait à une demande qui avait été interrompue depuis le moratoire de 2010-2011. Donc il y avait effectivement un nouvel engouement, un nouvel appel d'air qui s'est créé et bien sûr de la toiture disponible pour pouvoir faire nos projets. Donc bref, une belle route bien tracée pour pouvoir faire, d'où cet engouement-là. Et oui, c'est comme ça que tu m'as connu, oui. Et alors, là-dedans, c'est vrai que cet engouement, on le voit, puis il est toujours en cours. Tout à fait. On va pouvoir en parler, mais c'est vrai que ça continue d'être en pleine expansion. Il y avait eu une première vague dans le début des années 2000 jusque genre 2010, ici en tout cas aux Antilles, et qui avait souffert d'une mauvaise réputation sur différents types de projets. Est-ce que cette première vague de projets qui avait eu lieu à l'époque a été un frein ? Est-ce que tu as senti justement de la réticence de la part de différents acteurs sur des a priori qu'il pouvait y avoir ? La vente d'énergie, tu cites les années 2000, je crois même que c'était 2002 et quelques en Guadeloupe. Il y a eu ça, il y a eu effectivement une première partie qui était limitante jusqu'à 36 kW, puis après il y a eu la possibilité d'aller jusqu'à 250 kW, etc., etc. Et comme en plus, à ce moment-là, on avait également un dispositif de défiscalisation industrielle, je crois que c'était le Girardin de l'époque, des tarifs de rachat de l'énergie qui étaient très très hauts. Alors c'est vrai que les panneaux solaires aussi coûtaient très très cher aussi à l'époque. Mais donc ce fameux engouement, comme quand on a l'impression que c'est trop bien ou trop rentable, etc., ça amène aussi dans notre métier, et comme dans d'autres, des acteurs qui sont peut-être un peu moins, comment dirais-je, pas crédibles, mais en tous les cas moins vertueux, qui s'engouffrent finalement à travers ce phénomène d'aubaine. Et pour cadrer un peu tout ça, le moratoire a eu lieu donc, dans les années 2000, etc. L'idée aussi, si je me souviens bien, il y avait aussi le Grenelle de l'environnement qui avait permis de libérer un peu les watts, justement. Et ça, c'était normalement à la base pour favoriser aussi l'industrie française avec la production de panneaux solaires en France, en Europe, etc. Sauf que ça n'avait pas été suffisamment cadré et que finalement, en fait, on retrouvait du panneau bas de gamme, effectivement. Donc, il n'y avait pas encore cette espèce de cadrage qui aujourd'hui est complètement différent. C'était vraiment le démarrage aussi de l'activité, donc c'est vrai qu'on a eu... Exactement. Exactement. Et si on regarde bien avec le recul, il n'y a pas eu tant de problèmes que ça. Quand on regarde le nombre de toitures qui sont équipées sur nos territoires, on parle toujours des incendies, etc. C'est vraiment à la marge. À part peut-être des petites fuites en toiture, mais ça j'ai envie de dire avec ou sans panneau solaire il peut y avoir, mais le métier était quand même plutôt bien fait. Mais il y a toujours ce phénomène d'aubaine qui s'est créé et le moratoire est arrivé pour ça. On avait très peur aussi que l'énergie solaire, le fait d'injecter dans le réseau, vienne déstabiliser l'équilibre du réseau électrique. Et on avait à l'époque le sacro-saint à pas plus de 30% d'énergie renouvelable, chose qu'aujourd'hui on peut démontrer assez facilement, les technologies ont aussi évolué, que finalement ce n'est plus un problème d'avoir de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Donc on peut dépasser les 30%, d'ailleurs c'est le cas actuellement. C'est l'objectif surtout, c'est un réel objectif d'augmenter notre autonomie sur l'énergie, mais également de la décarboner. C'est un métier en expansion, j'imagine il y a de la place pour des jeunes qui veulent se lancer dans ce métier. D'ailleurs, tu interviens à l'université, tu interviens aussi, on le disait au tout début, dans l'association 100 000 entrepreneurs. Quel type de métiers sont disponibles et quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des jeunes qui voudraient participer à cette industrie ? Je pense qu'aujourd'hui, le secteur de l'énergie, c'est un secteur qui est sûrement un des plus dynamiques, peut-être après la téléphonie, les médias, etc. On se rend compte aujourd'hui que pour faire ce métier-là, d'une certaine manière, c'est pas si compliqué que ça, parce que effectivement, les cursus de formation en électricité existent, et quelqu'un qui fait un technicien de maintenance en photovoltaïque, ça peut être le même en éolien, donc c'est un électricien. Là, par contre, où on a besoin de beaucoup plus de ressources, effectivement, c'est des jeunes chefs de projet qui vont être capables de gérer des projets, d'obtenir toutes les autorisations, de s'assurer que techniquement le projet est réalisable,
de s'assurer de la viabilité économique aussi d'un projet. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'interviens donc avec les classes d'ingénieurs de l'université et notamment sur un cours sur la gestion intelligente de l'énergie. On a besoin de pérenniser nos métiers, on a besoin aussi de les exploiter, de les entretenir, nos centrales solaires. Mais on a également aussi besoin de réfléchir un petit peu différemment, notamment sur notre façon de consommer l'énergie et également sur la façon de la produire. Ça t'aura pas échappé, on est sur une île, donc forcément on doit se débrouiller un petit peu nous-mêmes avec l'alimentation en énergie. Tout est produit localement, on n'est pas connecté à un réseau européen ou américain. Donc forcément, ça va amener aussi à des réflexions sur cette gestion de l'énergie et notamment d'y faire rentrer là-dedans beaucoup d'efficience. Bizarrement, souvent, quand je parle à des amis de métropole ou quoi, on me dit « Oh, mais vous, c'est tranquille, dans la Caraïbe, vous n'avez pas besoin vraiment d'énergie, il fait chaud tout le temps. » Et en fait, non, les problématiques sont réelles. Et le fait d'être dans une zone non interconnectée, comme donc une île, c'est vrai que c'est un vrai enjeu, quoi. Exactement. Et je pense que le vrai sujet, il est là aussi. C'est de se dire, OK, comment on fait demain pour continuer à vivre, tout simplement, à consommer, à travailler, etc. avec ces logiques d'énergie. On sait très bien qu'il y a une grosse partie de l'énergie qui est importée. Donc forcément, quand on a cette dépendance, on peut se poser cette question-là de dire, est-ce que j'ai cette souveraineté énergétique ? Il y a en ce moment ce qui se passe effectivement en Europe de l'Est, nous ramène aussi à cette question-là. Là où justement l'énergie renouvelable, que ce soit l'éolien, que ce soit le photovoltaïque bien entendu, mais également la micro-hydroélectricité ou autre, ça ce sont des ressources endémiques et donc par nature ce sont des choses qu'il faut continuer de développer. Et accessoirement en plus, ce sont des énergies qui sont globalement à faible émission de carbone. Donc ça, c'est vrai que c'est le phénomène de résilience. On est très dépendant de nos imports, que ce soit aussi sur l'alimentation, l'énergie. On ne fait rien sans énergie. Donc effectivement, l'importance d'avoir des ressources locales. Concrètement, ton métier de développeur photovoltaïque, producteur d'énergie photovoltaïque, comment tu le décrirais ? Parce que pour beaucoup de gens, c'est quand même un peu flou. Ok, on met des panneaux, mais... Comment on fait ? Comment ça se passe ? Comment tu le décrirais, toi ? C'est une très bonne question, je comprends ce que tu veux dire. Produire de l'énergie, donc je parlais d'éolien, je parlais de solaire, etc., c'est le fait d'injecter de l'énergie sur un réseau électrique. En Guadeloupe, le réseau, le gestionnaire de réseau, c'est EDF, effectivement, qui a différents types de producteurs, que ce soit de la géothermie, que ce soit de l'éolien, photovoltaïque, etc. Donc son métier à lui, en tant que gestionnaire de réseau, c'est d'agglomérer toute cette logique de production. Moi, mon métier de producteur, finalement, c'est de m'engager à produire une énergie. Donc, c'est des nombres d'heures et bien entendu, une puissance et une disponibilité de ces installations. Nous, notre chiffre d'affaires provient de la vente de cette électricité-là. Donc, plus j'en produis, plus on génère notre chiffre d'affaires, plus on rend viable notre activité. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est donc d'installer un maximum de panneaux solaires, tout simplement. Mon but, ça sera d'identifier donc des endroits où je peux les installer, en très grande majorité des toitures, des toitures de bâtiments, mais pas que. De venir également aussi sur des zones, sur du foncier non bâti, du foncier délaissé, du foncier pollué, du foncier dégradé, et également aussi, pourquoi pas, d'envisager d'autres synergies, notamment avec le monde agricole. Lorsqu'on parle de la production d'énergie en milieu agricole, on arrive aussi à faire d'autres choses. Et donc, une fois que j'ai trouvé ces endroits où installer mes panneaux solaires, le but, c'est pas juste d'arriver avec un joli conteneur et de poser mes panneaux, c'est d'obtenir aussi toutes ces autorisations de construction d'abord, mais également administratives, également techniques auprès d'EDF pour dire, voilà, j'ai prévu de mettre une centrale solaire, voilà comment ça va se passer, voilà les fiches techniques de mon matériel, voilà mes assurances, etc. En tous les cas, c'est un métier qui est bien réglementé. Et ensuite, une fois que je l'ai installé, que je l'ai mis en service, c'est effectivement de produire ce que j'avais prévu de produire pour justement faire que ce microsystème économique fonctionne tout simplement. Et ça, c'est le métier de développeur et de producteur d'énergie. Ouais. Je ne suis pas un vendeur de panneaux solaires, c'est-à-dire que je n'ai pas de magasin, je ne vends pas un panneau solaire. Tu ne peux pas venir dans mes bureaux et acheter un panneau solaire. Par contre, je peux t'aider à devenir un bailleur, c'est-à-dire quelqu'un à qui je vais occuper une toiture ou un espace et y installer mes panneaux, t'indemniser pour ça aussi, bien sûr, et donc d'initier finalement la production d'énergie. D'accord. Donc,
il y a différents types de modèles, il y a différents types de projets aussi. Par exemple, des projets utiles qu'on voit qui commencent à naître, c'est des ombrières. Hein, donc, un parking de supermarché qui a besoin de faire de l'ombre pour ses voitures. Toi, tu as besoin de produire de l'énergie solaire. C'est le genre de mariage... Exactement, c'est tout à fait ça. C'est là où un des principaux intérêts aussi du photovoltaïque, c'est que il peut amener d'autres choses que simplement de la production d'énergie. Tu parlais de l'exemple du parking. Garer sa voiture à l'ombre en pleine journée, effectivement, c'est plus confortable. On est bien d'accord. Et si en plus ce sont les panneaux solaires qui pendant ce temps-là, eux, produisent de l'énergie, on a effectivement un double usage et donc forcément une espèce de relation gagnant-gagnant. Donc oui, ça existe. Ça existe également, j'en parlais tout à l'heure, avec le monde agricole. Où aujourd'hui, on le voit très bien, le climat change. Il va falloir adapter nos méthodes de production agricole à ces changements climatiques. Lorsqu'on va pouvoir mettre des cultures, alors certaines, pas toutes, sous des abris photovoltaïques, on voit aussi que ça fonctionne, que ça protège les cultures des rayons trop forts du soleil, que ça peut aussi protéger des très fortes intempéries, on le voit parfois aussi. Et donc du coup, là aussi, de concilier une autre production d'énergie et donc de nouveau d'être dans cette relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'en fait, un agriculteur qui d'habitude a des serres en plastique, par exemple, parce que c'est plus accessible financièrement, pourra considérer l'option de mettre des serres solides, en dur, en y mettant des panneaux photovoltaïques, puisque vous allez pouvoir du coup participer aux frais supplémentaires d'installation d'une vraie serre en dur qui lui permettront de faire son agriculture et de se protéger vis-à-vis des intempéries, et aussi d'être assuré, j'imagine. Alors déjà, l'infrastructure effectivement qui sert à poser les panneaux solaires, donc la serre, c'est nous qui la finançons. Donc on est un avantage significatif pour l'exploitation agricole qui n'a pas besoin, entre guillemets, de soit trouver l'argent pour financer des serres ou quoi que ce soit, c'est nous qui le finançons. Donc c'est le premier avantage pour l'agriculteur, c'est l'outil, c'est nous qui le finançons. Le deuxième avantage, tu l'as dit, c'est de créer un environnement bien sûr plus compétitif, en pouvant continuer de produire sous l'intempérie, en évitant des cultures brûlées par le soleil quand il fait trop chaud, etc., etc. Donc oui, ça c'est les gros avantages aussi de nos solutions. Et anticyclonique, ou même je veux dire, on a de plus en plus de tempêtes qui mettent en péril des serres où là l'agriculteur perd tout. Exactement, nos territoires sont aussi exposés à ces phénomènes extrêmes, notamment de vent. Mais sans aller jusqu'au cyclone, une simple tempête où là les infrastructures sont plus robustes que la serre en plastique, comme tu disais, forcément on va déjà protéger. Après, les très gros cyclones, forcément on apporte toujours une protection. La plupart du temps, lorsqu'on est sur des toitures, on vient renforcer finalement aussi la toiture avec la pose des panneaux solaires. C'est de la structure supplémentaire, ça alourdit aussi d'une certaine manière la toiture, on augmente la densité de fixation, donc forcément on crée une autre résilience aussi pour ces ouvrages. D'accord. Donc vous amenez toute la technique, le savoir-faire et le financement. Exactement. Et le porteur de projet, en fait, lui, en contrepartie, a une location finalement. Il va louer sa toiture. Exactement. On n'a pas des clients, on a des bailleurs. Ouais. Et on est des locataires en fait. Ouais. Donc on vient louer des toitures, on vient louer des terrains, où on vient amener des infrastructures. C'est un petit peu ce qu'on parlait pour l'agriculteur. C'est au lieu de faire l'investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros pour ces serres en plastique ou autres, c'est nous qui avons porté les investissements et du coup, peut-être qu'il peut encore plus moderniser son exploitation agricole, l'adapter encore plus au changement climatique, se concentrer réellement sur sa production agricole et non pas se poser la question de son infrastructure, dans quel état elle est ce qu'il faut qu'il l'entretienne, est-ce qu'il faut qu'il la rénove. Et pour le cas des serres en plastique, on évite aussi toute cette consommation de plastique. De pollution, ouais. Voilà. Ouais, ok, intéressant. Alors c'est vrai on parle beaucoup d'agrivoltaïsme là, mais c'est pas forcément la partie la plus importante des projets. Il y a des projets flottants, il y a des projets au sol tout simplement, entre guillemets. Les proportions de ces projets-là sur nos territoires, quelles sont les spécificités qu'on a nous aux Antilles, voire en Guyane, mais parlons de la Caraïbe, par rapport à la métropole pour le développement des projets? Déjà, on a moins de surface, mais bon, j'imagine il y a d'autres choses. On a beaucoup de bâtiments quand même encore qui restent à recouvrir, donc il y a déjà de la disponibilité en toiture. On a du foncier non bâti, donc des terrains qui ne se prêtent à aucun autre usage, qui ne peuvent pas être utilisés pour de l'habitat, qui ne peuvent pas être utilisés pour l'exploitation agricole.
qui ne sont pas dans une zone naturelle protégée, etc. Et sur lesquels, nous, au contraire, ça nous intéresse. Tout à l'heure, tu parlais des parkings, des ombrières, ça en laisse encore beaucoup de place. L'aspect agricole, on l'a évoqué, c'est venir de toute façon apporter un outil à une exploitation agricole. Donc là aussi, il n'y a pas forcément de conflit d'usage. Par contre, ce qu'on ne fera pas, c'est de dire, voilà, on avait un champ de tomates, de concombres, on va raser pour mettre des panneaux solaires, ça n'a pas de sens. Voilà comment c'est organisé. Après, pour répondre à tes questions, le flottant, ça reste des technologies assez récentes, mais effectivement, on a des projets comme ça en développement. On a également l'aspect des terrains pollués sur lesquels on ne peut plus travailler, ou des terrains souillés, qu'ils soient d'origine industrielle ou autre. Donc là aussi, ça va nous intéresser de venir travailler dessus, et donc d'y produire de l'énergie, et pourquoi pas même d'envisager dépollution, régénération des sols, etc. Et ça, c'est intéressant. Toi, tu nous en parleras plus tard. C'est une des spécificités d'ailleurs de ce que vous faites. Exactement. Alors moi, il y a une question. Alors déjà, pour finir sur l'aspect technique, parce que je connais un peu les réponses, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas forcément clair. La plupart du temps, maintenant, et je pense que c'est quasiment 100% de tes projets, je pense, c'est de la revente au réseau. Oui. Pour beaucoup de monde, le panneau photovoltaïque sur une maison, alors on parle de petites installations ou sur un bâtiment, c'est pour que l'électricité soit en consommation directe. Donc les gens souvent s'imaginent, quand j'en discute, de l'autoconsommation. L'autoconsommation, que le soleil nous éclaire, vient alimenter notre frigo. Donc ça existe, mais est-ce que tu peux nous faire un peu la distinction justement Complètement. D'ailleurs, c'est la même chose qu'à l'échelle de la Guadeloupe, parce que si on raisonne sur un territoire, on est tous des autoconsommateurs de notre production locale. Donc, de toute façon. C'est vrai. On était une petite maison sur l'eau. Ouais. Exactement, c'est la même chose. L'autoconsommation photovoltaïque pour le particulier, ça fonctionne un petit peu différemment. C'est-à-dire que le courant produit par les panneaux, en fait, il va être injecté non pas sur le réseau public d'électricité, mais directement dans l'installation de la maison. La première chose qu'il va y avoir, c'est que on a une sollicitation moins importante du réseau électrique, donc forcément ça baisse les factures EDF, c'est exactement ça. Ouais. Et surtout, ça vient là aussi amener cette énergie qui est donc décarbonée dans l'usage de la maison. Ouais. En gros, c'est comme si on avait deux alimentations. Pour alimenter, tu parlais d'un frigo, ça fonctionne assez bien de toute façon, il n'y a pas de problème, c'est automatique. On produit une électricité qui est exactement la même que celle du réseau, donc ça vient tout simplement consommer en priorité le photovoltaïque versus l'électricité du réseau. Donc d'une certaine manière, on a à l'échelle de l'habitation une consommation d'énergie qui est donc du coup moins carbonée. Donc là, c'est un système où on a les deux sources d'énergie, on continue d'être raccordé au réseau, et on a un appareillage électrique qui nous permet d'avoir en priorité le photovoltaïque et lorsqu'il fait nuit ou qu'il y a des nuages. Et si on couple par exemple avec un système de batterie, on peut très bien imaginer qu'en cas de défaillance du réseau ou si on veut complètement s'en affranchir, on pourra rendre sa maison complètement autonome. Et ces systèmes-là, déjà, est-ce que c'est intéressant de le faire en termes d'investissement par rapport au coût de l'énergie qu'on paye chez EDF ? Est-ce que c'est vraiment un geste vertueux ? Est-ce que ça l'est vraiment ? Parce que si on a des batteries, on amène du lithium et compagnie. Là, je te pose des questions un peu... C'est y répondre, ouais. Si j'ai une maison, quelle est la meilleure solution au niveau financier, déjà, pour commencer ? Alors, au niveau financier, déjà, on va commencer par le départ. C'est que le meilleur kilowattheure, c'est celui que tu ne vas pas consommer. Déjà. Donc, la priorité, ça va être déjà de se poser la question, comment je consomme à la maison ? Quels sont mes usages ? Est-ce que ma clim est bien réglée ? Est-ce que mon frigo fonctionne correctement ? Est-ce que j'ai un chauffe-eau solaire aussi pour faire chauffer mon eau ? Parce que ça aussi, ce sont des éléments. Est-ce que mes lampes sont des LED ? Etc. etc. Donc en fait, l'idée, c'est pas forcément de mettre des panneaux solaires pour payer moins EDF. Ouais. La première étape, c'est justement de réduire sa propre consommation. En tous les cas, de l'optimiser. Ça, c'est la première chose qui va te permettre d'avoir un avantage significatif dans ton porte-monnaie. Ça, c'est la première chose. Ouais. Ensuite... Oui, tu as parlé du coût à l'investissement, mais aujourd'hui, si on peut avoir un kilowattheure moins cher, c'est effectivement celui qui sera sans batterie, parce que les batteries viennent augmenter le prix de l'investissement. Donc c'est pour ça qu'il va falloir quand même privilégier toujours quelques panneaux bien dimensionnés par rapport aux fameux besoins que j'évoquais à l'instant, et en même temps d'avoir un coût finalement global de l'installation qui soit le moins élevé possible. Aujourd'hui, je
je sais avec le photovoltaïque qu'on est très très proche du prix du kilowattheure que celui que tu achètes à EDF, même avec batterie. Donc l'économie, elle n'est pas forcément là, mais en tous les cas, on a une espèce de péréquation tarifaire qui se fait à ce niveau. D'accord, donc c'est pas forcément plus coûteux. C'est pas plus coûteux, non, parce qu'une centrale solaire, on va l'amortir sur 20 ans, c'est la durée de vie des panneaux, et même si tu intègres un petit peu de maintenance ou un peu d'emplacement des batteries, tu vas quand même avoir un kilowattheure qui est très compétitif et surtout stable dans le temps. Là où on l'a bien remarqué, celui qu'on a auprès d'EDF, il a plutôt tendance à augmenter. Ça, par contre, c'est un fait. Ouais. En termes d'émissions de carbone, les panneaux photovoltaïques, lorsqu'ils produisent de l'énergie, ils n'émettent rien. Donc, par rapport à une centrale au charbon qui brûle du charbon, a priori, on est positif. Mais pour construire ces panneaux, on sait qu'il faut les construire quelque part et que ça prend de l'énergie, etc. Tu as raison. Tu as raison, Bertrand. Il faut bien les fabriquer, ces panneaux solaires. C'est sûr qu'à la différence, tu évoquais le charbon, on a besoin de l'importer, le charbon, de le brûler, et bien sûr ça dégage du CO2, et puis on recommence et ainsi de suite. C'est sûr que le panneau solaire, une fois qu'il est ici, on se sert que des rayons du soleil. Donc oui, c'est beaucoup plus vertueux. Le temps de retour sur l'énergie à consommer pour produire ce panneau solaire et finalement après amorti par rapport à sa durée de vie, c'est en 2 ans. C'est-à-dire que l'énergie qui a été utilisée pour fabriquer ce panneau solaire, donc tout ce carbone qui a été utilisé, tous ces kilowattheures, on arrive à travers la durée de vie du panneau solaire à, entre guillemets, l'équilibrer en moins de 2 ans. Et encore plus sous des latitudes qui sont très exposées au soleil. C'est-à-dire qu'en 2 ans, tu as évité tout le carbone. Je l'ai effacé. Ouais, tu l'as effacé parce que... On peut parler de ça. Je l'ai produit, effectivement. J'ai consommé pour fabriquer ces panneaux, pour les importer aussi, forcément. Mais le retour sur investissement carbone, si on peut parler comme ça, se fait assez rapidement. Ça se base sur... parce que ça dépend de quoi est fait l'énergie du réseau. Là, on sait que nous, notre réseau en Guadeloupe, et c'est le cas dans beaucoup d'îles de la Caraïbe, Martinique, c'est pareil, c'est essentiellement une énergie qui est carbonée, 60%, 60-70%. Alors aujourd'hui, les derniers chiffres en Guadeloupe, je crois qu'on a un taux de pénétration des énergies renouvelables qui est environ de 40% dans le mix énergétique. Donc on est sur quelque chose de très très bien. En tous les cas, ce sont des bonnes choses. C'est pour ça que l'idée, c'est toujours de venir d'abord réduire sa consommation d'énergie, parce qu'on a toujours dans notre mix énergétique des sources de production à base d'énergie fossile. Tu parles du charbon, il y en a de moins en moins, mais il y a du fioul aussi, effectivement. Et donc, c'est bien ça l'idée. C'est d'abord de réduire sa consommation d'énergie et ensuite d'augmenter la part des ENR, des énergies renouvelables, dans le mix énergétique. Ça permet également d'assurer, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, cette fameuse indépendance aussi énergétique, parce que les énergies renouvelables étant locales, endémiques, on n'a pas besoin d'importer. On n'importe pas des rayons du soleil, on est arrosé tous les jours par les rayons du soleil. Ça, je pense que c'est une question qu'on se pose tous de plus en plus depuis qu'on a vécu le Covid. On a vécu derrière le Covid et on la vit encore la guerre en Ukraine, les problématiques d'énergie qu'il y a en Europe. Si demain, il n'y a plus de containers qui arrivent en Guadeloupe, il faudra qu'on trouve une solution. Et on a les ressources, en tous les cas pour l'énergie aujourd'hui sur un territoire comme la Guadeloupe, que ce soit l'éolien, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit même la biomasse générée par les déchets de la canne à sucre, que ce soit aussi la micro-hydroélectricité et bien entendu aussi la géothermie, tous à leur niveau participent justement à cette indépendance, à cette autonomie énergétique. Donc oui, forcément c'est une très bonne chose. Et ça limite en plus les émissions de CO2 parce que toutes les énergies dont je viens d'évoquer là, en tous les cas les énergies renouvelables, c'est une des principales caractéristiques, c'est qu'elles n'émettent pas de CO2, à la différence de toutes les autres qu'on est obligé de brûler. C'est ça. Et du coup, on voit beaucoup d'évolution de la réglementation ces derniers temps. Tu es au cœur de ces discussions-là. Complètement. Avec le syndicat des producteurs d'énergie renouvelable en Guadeloupe. Quelles sont les évolutions récentes? Qu'est-ce qui s'en vient de ce que tu sais et est-ce que ça a vraiment une répercussion concrète sur le déploiement Alors on l'espère, en tous les cas. On parle beaucoup du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Ça doit nous permettre, en lien avec les programmations pluriannuelles de l'énergie qui sont faites territoire par territoire, de justement définir un axe stratégique sur
qu'est-ce qu'on se donne comme durée, comme planning, comme chronologie en tous les cas, et sur quel volume et sur quelle filière. Est-ce qu'on met X mégawatts sur du photovoltaïque, X mégawatts de l'éolien, etc. Et tout ça, quels sont les impacts que ça peut avoir sur l'administration aussi, à qui on demande toutes ces autorisations administratives, sur le gestionnaire du réseau aussi, parce que forcément, on est bien tous contents d'avoir cette disponibilité d'énergie, donc effectivement, se poser cette question-là. Bref, effectivement, les choses sont en cours, et c'est vrai qu'on ne peut plus d'actualité. Concrètement, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'avoir des visibilités, c'est-à-dire donc des périodes sur lesquelles on sait qu'on va pouvoir travailler, donc des cadres réglementaires qui sont stables dans le temps et qui nous permettent justement de déployer nos infrastructures. Ok. Et là, concrètement, si je regarde, alors nous, à notre niveau environnemental, on voit le code de l'environnement qui a bougé dans la faveur, en fait, du déploiement. C'est-à-dire que, notamment sur le photovoltaïque, il y a eu des changements de seuil qui fait que, des projets qui pouvaient être soumis à étude d'impact, maintenant, passent en cas par cas. Certains qui étaient soumis, alors c'est pas le code de l'environnement, c'est plus large, mais permis de construire, qui passent en demande de simplement déclaration préalable de travaux. Tout ça, je pense qu'effectivement, enfin, concrètement, c'est des barrières, on va dire, temporelles qui se lèvent, mais avec un vrai danger derrière aussi, parce que qui est sur la protection des milieux et de la biodiversité. Pour le moindre projet, on est obligé effectivement d'avoir toutes ces autorisations administratives, et même si on peut imaginer avoir plus de souplesse, il faut savoir qu'on part de très très loin avec un système extrêmement compliqué pour obtenir nos autorisations administratives. Ouais. Pour une simple centrale solaire en territoire agricole, chez un agriculteur, il va me falloir peut-être plus de 2 ans pour obtenir les autorisations administratives et d'urbanisme. Donc ça se fait pas très très vite, c'est pas juste un coup de tampon et vas-y, construis ta centrale solaire. Donc non, il y a quand même pas mal de garde-fous, c'est plutôt bien organisé. Nous, ce qu'on demande en fait, c'est tout simplement que ça aille plus vite. C'est-à-dire de garder les mêmes règles, mais qu'il y ait peut-être plus d'instructeurs, peut-être plus de formation, peut-être plus de concertation aussi, mais que ça aille beaucoup plus vite, tout simplement. Dans les délais d'instruction. Exactement. Pour atteindre les objectifs fixés par l'État, c'est vrai que, à un moment donné... mais au-delà des objectifs de l'État, en fait, aujourd'hui, il y a un enjeu qui est le climat, tout simplement. On se rend bien compte qu'il va falloir travailler fortement, je le dis toujours, sur la réduction de nos consommations, mais également sur la décarbonation de notre mix énergétique. C'est la base. C'est l'occasion pour moi de te poser la question sur le programme spécifique que vous avez chez Amarenco. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est inconscient ou quoi, mais ce podcast s'appelle Régénération Caraïbes. Et à un moment donné, j'ai vu un de tes collègues qui avait un t-shirt l'entreprise, et j'ai vu marqué Amarenco Invest in Regeneration. Exactement. Alors je me suis dit, bon, qui a fait? Est-ce que c'est l'œuf qui a fait la poule ou l'inverse? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un vrai programme, c'est un slogan qui a derrière ça des actions. Est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, donc Invest in Regeneration, c'est bien notre slogan. En fait, on part du principe qu'aujourd'hui, les panneaux solaires, je l'expliquais un petit peu en avant, peuvent servir à plein d'autres choses. Dans notre charte ESG, il y a effectivement aussi une autre phrase qui est intéressante, c'est de réconcilier l'économie avec l'écologie. Je pense que les deux ne doivent pas forcément s'affronter. On a tous donc des entreprises à faire tourner, etc. Mais autant le faire correctement. Et la régénération des sols, c'est pour nous quelque chose qui a forcément du sens. Sur nos territoires, on a le malheureux exemple de la pollution due au chlordécone. On se rend bien compte de l'impact que ça a sur les terres, que ça a en mer. Donc forcément, on sait que ça a un impact aussi. Et tout ça est lié aussi finalement à cette fameuse autonomie alimentaire. Donc on se dit que demain, avec nos projets, lorsqu'on va venir, et c'est ce que j'expliquais aussi en préambule, lorsqu'on va venir sur un terrain qui est dégradé, ou qu'on va pouvoir y apporter une autre solution à travers ces fameux programmes, forcément on va créer une entité, une centrale solaire par exemple, qui elle-même va en plus d'apporter de l'énergie décarbonée, va apporter quelque chose sur le site sur lequel elle va s'installer. Et c'est bien ça l'idée chez Amarenco. Alors concrètement, ça, je le vois quand tu parlais d'agrivoltaïsme, parce que bon, c'est clair et net, l'agriculteur bénéficie d'un nouvel outil, etc. Si on parle d'une centrale au sol, par exemple, des panneaux qui sont à 1 mètre, 1,80 m du sol, inclinés, concrètement, comment vous régénérez le sol? Est-ce que vous venez ajouter des plantations? Pourquoi pas, effectivement. Il faut savoir que prenons une parcelle, peu importe la surface, il y a
elle ne va pas être complètement couverte de panneaux solaires. C'est-à-dire qu'on va peut-être aussi prévoir de l'intégration paysagère. On va prévoir peut-être aussi sur des délaissés d'y installer des plantations, de la microforêt, etc. Peut-être aussi que sous l'étable, même si au départ le terrain n'était pas agricole, on va envisager des cultures, on va envisager peut-être d'amender ou de dépolluer le sol aussi. Bref, chaque projet sera spécifique, mais oui, c'est bien ça l'idée, c'est de se dire ok, on a un terrain, on va l'exploiter et surtout on va le rendre dans un meilleur état qu'on nous l'a donné. Et vous avez concrètement des équipes chez Amarenco qui travaillent là-dessus? Exactement. Au sein d'Amarenco, donc il y a bien entendu un service ESG qui porte ce fameux programme de régénération des sols. On va aussi chercher à être accompagné par peut-être par des bureaux d'études enviro, par des paysagistes, par peut-être des ingénieurs agronomes, etc., qui vont pouvoir nous dire, voilà, là, ici, voilà ce qu'on va pouvoir faire, voilà comment votre projet il va pouvoir s'insérer, voilà comment il va pouvoir régénérer. Comment est-ce que tu vois l'évolution des énergies solaires, parce qu'elles sont en pleine expansion, mais si on veut se projeter dans le futur, je sais pas, dans 30 ans, comment est-ce que tu imagines le futur de ce métier? Alors déjà, je pense que ce qu'on peut voir en regardant simplement dans le rétroviseur, c'est que le ratio surfacique des panneaux solaires a fortement augmenté ces dernières années. Donc pour la même taille de panneau, pas beaucoup plus en tous les cas, on a parfois quasiment doublé sa puissance unitaire. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Okay. Donc j'ai bon espoir que dans 30 ans, on puisse encore augmenter cette production. Et vu que de l'autre côté, on aura baissé notre consommation, forcément, c'est une très bonne chose. Là où on voit aussi les choses évoluer, c'est sur la performance énergétique, la gestion intelligente de l'énergie. Aujourd'hui, les panneaux solaires injectent au fil du soleil, mais est-ce que demain, l'énergie, elle va être probablement utilisée différemment? Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les véhicules électriques qui sont raccordés au réseau, la possibilité à distance de déconnecter une installation qui consommerait, etc. Je pense qu'on arrive à des choses comme ça. Demain, l'énergie, à mon avis, c'est une entité à part entière et sûrement une entité probablement autonome. C'est-à-dire qu'à travers, je le parlais, tout ce qui va être algorithme, intelligence artificielle, mais également électronique de puissance, on sait avoir un temps de réactivité très très fort, très très rapide, plus rapide que le fossile, clairement. Et donc forcément, à mon sens, dans quelques années, parce que on n'a pas besoin d'aller sur une trentaine d'années à mon avis, on va avoir des choses significatives. Il y a qu'à le voir aussi à travers le fait qu'aujourd'hui, à travers nos smartphones et autres applications, on peut savoir exactement comment et ce qu'on consomme chez nous. EDF a mis en place des applications qui nous permettent vraiment de suivre tout ça. Je pense que demain, on ira beaucoup plus loin parce qu'on aura cette possibilité de vision de la consommation, mais également de la production. Et je pense aussi demain qu'on pourra se poser la question de est-ce qu'on consomme l'énergie à tel moment ou à quel moment elle est le moins carbonée. Tout ça, on saura que tiens, là maintenant, on a une super journée très ensoleillée ou très venteuse. C'est le moment de consommer de l'énergie. Elle ne coûte pas cher, elle est décarbonée, elle évite d'avoir recours aux énergies renouvelables. Je pense que l'avenir, il est là-dedans. Super intéressant. Ok. Eh bien, Laurent, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Bertrand. C'était super intéressant. Merci d'avoir suivi l'émission. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou un commentaire, ça nous intéresse. C'était Bertrand Viret, Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique et énergétique dans la Caraïbe. Écoute. Régénération Caraïbes, le podcast. Régénération. Écoute.